Faut-il revoir l'âge de la majorité sexuelle en Belgique? Il est fixé à 16 ans, mais en pratique, certaines règles apparaissent floues. Un projet de réforme sera d'ailleurs débattu la semaine prochaine au Parlement fédéral. Alors, qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est simplement toléré? Et qu'est-ce qui est interdit? Comment parler de ces règles avec des jeunes quand on est parent ou professionnel? Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour évoquer toutes ces questions, Mathieu Blairon, bonjour, vous êtes directeur pédagogique de TCC Accueil, une association en milieu ouvert, vous êtes actif notamment à Anderlecht. Claire Hugon, bonjour, vous êtes députée fédérale écolo, membre de la majorité, on verra avec vous quels sont les projets dans les cartons du gouvernement et ce que ça va changer. Claire-Anne Severin, vous êtes coordinatrice du programme YAPACA du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un service public donc, et vous êtes en contact avec beaucoup de psychologues notamment. On verra comment les jeunes perçoivent ces règles également. Et puis parce que c'est une question de droit, il nous fallait une avocate, Caroline Dumoulin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pénaliste et vous connaissez évidemment très bien ces matières-là, notamment. Peut-être pour vous la première question, Monsieur Blairon. Finalement, les jeunes que vous rencontrez qui viennent dans votre association, est-ce qu'ils savent qu'il y a un âge, des circonstances dans lesquelles le sexe c'est autorisé ou ils s'en moquent? La plupart ne s'en moquent pas, la plupart se sentent concernés. Maintenant, aller dire que tous nos jeunes connaissent exactement la législation, c'est exagérer les choses. Nous, ce dont on se rend compte lorsqu'on va dans les écoles, lorsqu'on fait des animations, c'est que les niveaux varient et la maturité des jeunes et leur connaissance sur ces sujets varient très fort. Certains sont déjà très informés de par leur famille, de par leur école ou de par les intervenants qui viennent faire des animations. Et puis d'autres sont clairement en demande d'avoir des lieux pour pouvoir en discuter parce qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont dans un manque criant d'informations et un manque criant d'espace pour pouvoir en parler. Vous donnez des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective, sentimentale, des EVRAS comme on dit. Il y a un volet juridique dedans Alors non, puisque nous, on s'attarde surtout sur l'aspect relationnel et souvent, on va déconstruire avec les jeunes les fausses représentations qu'ils ont du juridique. Donc pour certains jeunes, effectivement, des tas de choses sont autorisées ou interdites. Et ils s'y opposent parfois violemment, mais souvent parce qu'ils ne comprennent pas les normes. Et donc tout le travail que nous, on va faire, c'est leur montrer qu'il y a une différence entre la norme telle qu'elle est prescrite, telle qu'elle est appliquée dans notre pays, et la manière dont eux-mêmes peuvent ou peuvent ne pas suivre les choses selon leur propre volonté, selon leurs propres envies, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des relations sexuelles, par exemple, à tel ou à tel âge. Madame Severin, est-ce que les outils d'information existent pour les jeunes? On se doute qu'un jeune qui est en couple, qui va avoir sa première ou différentes relations sexuelles, ne va pas spontanément aller chercher la limite d'âge, par exemple. Est-ce que les outils existent ou est-ce qu'ils sont à développer? Il existe des outils et je pense que ce qui est le plus important, et c'est ce que vient d'expliquer Mathieu Blairon, c'est que les adultes continuent à se mobiliser et à être disponibles pour répondre aux questions que les jeunes se posent au moment où ils se les adultes, posent. Ça peut être les parents, c'est des choses dont on doit parler à la maison. Pas que. Donc ce qui est très important, c'est qu'il y ait autour du jeune différents lieux auxquels il peut venir adresser ces questions. Alors parfois c'est dans la famille parce que ça se passe bien comme ça, que le jeune est à l'aise, que les parents sont à l'aise, que depuis tout petit, il y a ce dialogue autour du corps, de la sexualité, de ce qu'on ressent, etc., qui se développe. Et donc, c'est très bien comme ça. Mais c'est aussi intéressant qu'il y ait d'autres lieux qui prennent ce relais avec les ados, entre les ados, etc. Parce que c'est quand même important que les ados puissent être informés qu'il existe un cadre sociétal et qu'ils doivent faire avec ce cadre sociétal. En deçà, ils sont en deçà de la frontière, au-delà, ils sont au-dessus. Et la donc, loi telle qu'elle est actuelle, elle vous convient à vous, comme professionnel, si je puis dire? Mais ce qui est important, c'est de sentir que chez les jeunes, de temps en temps, en tout cas, elle fait point d'appui. C'est-à-dire que certains viennent dire ou confier combien la loi leur a permis de dire « moi, j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle, d'ailleurs, je suis pas majeur sexuellement ». Donc là, on voit que c'est un réel outil pour le jeune. C'est un outil aussi quand le jeune peut se dire oh, « mais moi, je me sens pas prêt ». Et tout le monde, je sens, dans les groupes d'ados que je fréquente, etc., que tout le monde est dans cette discussion du sexuel, etc. Mais moi, je ne me sens pas prêt. Et donc, je peux de nouveau m'appuyer en disant « Non, mais moi, je ne me lance pas là-dedans maintenant. Je ne suis pas d'ailleurs encore dans la majorité sexuelle. » Bien sûr,
d'autres le font dans un consentement éclairé et averti. Et ça se passe bien aussi. Alors, le consentement éclairé, Maître Dumoulin, ça c'est la clé de voûte de la loi, on peut le dire. Je voudrais quand même vous entendre avant ça sur autre chose, parce qu'on évoquait un peu les fake news qu'il y a autour de la majorité sexuelle. Il y en a beaucoup qui circulent. Ça vous est arrivé dans votre carrière de voir rappeler à des gens, attention, ce que vous croyez être la loi, c'est pas la loi? Oui, ça c'est sûr. De manière générale, j'ai l'impression que tout le monde est informé du fait que 16 ans, à l'heure actuelle, est ce qu'on peut appeler la majorité sexuelle. Ça, je pense que c'est globalement acquis pour tout le monde. Il y a des petites nuances, mais qui sont très très particulières, et où c'est 18 ans. Ça, c'est dans un contexte beaucoup plus glauque et familial, avec des relations problématiques. Mais effectivement, il y a des fausses idées qu'on entend régulièrement, moi je l'ai entendu régulièrement, mais je peux avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans s'il y a moins de 5 ans d'écart, par exemple. Ça, c'est une fake news qui circule. Oui, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, mais ça n'est pas le cas. Quand on lit la loi, ça n'est pas dans la loi, et ça peut être problématique, parce que si on a un majeur de 21 ans qui a une relation, ou de 20 ans qui a une relation sexuelle avec, à l'heure actuelle, un mineur de 15 ans, eh bien, on a un vrai problème, puisqu'on a automatiquement un attentat à la pudeur, même si le mineur est consentant et de manière éclairée souhaitait cette relation sexuelle. Parce que ça, c'est une question que je voulais me poser. S'il y a deux mineurs ou un presque tout jeune adulte qui a un rapport avec un mineur, mais ça se passe dans le foyer familial, chez les parents de l'un ou de l'autre, est-ce que les parents pourraient être poursuivis? Parce que finalement, ils étaient supposés surveiller ce qui se passait chez eux. Alors, il y a peut-être deux questions là-dedans. Entre deux mineurs, peut-être vous abordiez la chose. En tout cas, une relation qui serait illégale, si je puis dire, et puis qui se déroule avec le consentement d'adultes qui ont fait semblant de ne pas savoir, qui ont laissé le petit couple se retrouver à la maison, et qui sont allés au cinéma et qui leur ont laissé la soirée. Je vais dire très techniquement, oui, très techniquement, à partir du moment où on a, par exemple, un majeur et une mineure qui ont une relation sexuelle dans la maison des parents et qui laissent faire, ou deux mineurs, parce qu'à l'heure actuelle, deux mineurs sont pas censés, selon la loi, avoir des relations sexuelles ensemble. Techniquement, si les parents fournissent les locaux ou laissent faire, ils pourraient être taxés d'être co-auteurs de ce qui s'est passé ou complices dans une moindre mesure. Oui, mais maintenant, il faut savoir que pour être poursuivi, il faut qu'il y ait une dénonciation, et il faut aussi que le parquet, à un moment donné, le procureur du roi se dise « Tiens, ici j'ai une situation problématique ». Et le parquet est plutôt de bon sens à Bruxelles? Alors moi je ne travaille pas au parquet, mais globalement dans mes rapports avec le parquet récemment, en tout cas au niveau de la section mœurs, je trouve qu'il n'y a pas de poursuites bêtes et méchantes. En général, il y a des poursuites réfléchies. Si effectivement la situation n'est pas problématique et que sais-je, les parents d'un des adolescents veulent se venger de caisse ou quoi, vous voyez, en dénonçant la situation chez l'autre parent, mais qu'en fait rien n'est problématique, je pense effectivement que le parquet, dans le bon sens, va classer sans suite et va dire non, ici, moi, j'ai pas lieu à poursuivre. Alors, Claire Hugon, il faut mettre de l'ordre dans cette législation, dans ce fonctionnement. C'est quoi l'idée du projet de loi, puisque c'est bien le gouvernement qui l'a rédigé et que vous allez débattre la semaine prochaine avec d'autres en commission justice? Oui, donc ce sera à partir du 21 septembre. En réalité, ça a été repoussé d'une semaine, mais voilà, ça n'a pas grande importance. En fait, c'est une petite partie d'un projet qui est beaucoup plus large. Ouais. Donc, mais sur l'aspect majorité sexuelle, qu'est-ce qui va changer et pourquoi? Alors, pour être honnête, à ce stade, je pense qu'on ne peut pas encore dire ce qui va changer avec précision, étant donné que le Parlement n'a pas encore pris son rôle. Oui, il y a quand même un projet qui est sur la table. Je peux vous dire ce qu'il y a dans le texte du gouvernement, mais moi, ici, en tant que parlementaire, je compte bien prendre mon rôle pour avoir des auditions et écouter les experts et les expertes de terrain qui viendront nous éclairer aussi sur la question, parce que ce n'est pas une question évidente. Ce qu'il y a pour l'instant dans le projet de loi du gouvernement, c'est un maintien de la majorité sexuelle à 16 ans, avec une possibilité de consentement à partir de 14 ans, si la différence d'âge entre les deux partenaires est de maximum 2 ans. Voilà. Et donc, bien comprendre que par majorité sexuelle, on entend l'âge auquel on pense que l'adolescente ou l'adolescent est en mesure de donner un consentement éclairé. Et donc, on considère qu'en dessous de 14 ans, ce n'est jamais possible. Et que donc, l'enfant n'est pas en mesure de donner un consentement de façon réellement libre et éclairée. Alors, Madame Severin, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous? Vous avez l'impression que quelque part, il y a lieu de tenir compte de la réalité de ce que vivent les jeunes? On vous entendra aussi après, M. Blairon. Madame Severin d'abord. Mais ce qui est intéressant ici à entendre, c'est qu'on tient compte surtout du niveau de développement des jeunes. C'est-à-dire qu'on se dit, bien sûr, il peut y avoir des relations sexuelles entre jeunes qui ont 2 ans maximum, parce qu'on se dit
Et si chacun se replonge dans son adolescence, on se dit, là, on a affaire à deux jeunes qui sont en train de découvrir la sexualité au même endroit de leur développement psychique, c'est-à-dire qu'ils sont au même lieu. Ce qui n'est pas la même chose quand on a affaire à un mineur avec un adulte qui est dans une sexualité adulte et donc qui n'est pas dans le même endroit de développement. Et donc je trouve que ça, c'est très intéressant parce que c'est un pivot qui nous permet de ne pas tout voir de manière négative, de protéger quand même une partie des jeunes, mais d'entendre aussi qu'il peut y avoir des choses qui se passent bien, correctement, entre les jeunes, de manière consentie et calme et sans que la loi doive intervenir. Mathieu Blairon, ça va dans le bon sens, c'est un discours qui est peut-être plus facile à tenir pour les jeunes qui vont chez TCC Accueil près de Saint-Guidon que de dire qu'il y a 16 ans, mais en fait avant, après c'est encore un peu différent. Peut-être oui, moi je prends pas trop position sur cette loi. Moi je pense que l'usage. Mais oui, c'est ça. Et puis en pratique, je pense que le plus important, c'est justement de pouvoir que la législation, quelle qu'elle soit, laisse une marge de compréhension du réel, qu'elle puisse s'articuler avec le réel, avec des situations particulières où il y a des jeunes qui peut-être n'ont pas exactement l'âge tel qu'il a été prévu, mais où on peut essayer de comprendre, de discuter et de voir si dans cette situation-là, les choses sont problématiques ou pas. Il faut savoir qu'à côté de ça, il y a aussi le fait que le rôle d'un ado, c'est quand même de tester les limites et de tester les règles. Et donc de jouer aussi avec, quitte à parfois les transgresser un tout petit peu. Ça fait partie de la manière dont beaucoup d'ados agissent et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir aussi comprendre. Maître Dumoulin, qu'est-ce qu'on risque si à un moment donné on est mineur et qu'on enfreint la loi et qu'on a un rapport sexuel avec quelqu'un qui aurait par exemple 3 ans de moins que nous, hein, on a 17 ans, on a un rapport avec quelqu'un qu'on connaît via une association qui en a 14, on risque quelque chose. Après tout, on est mineur, on pourrait dire tant mieux pour moi. Ah non, parce que dans le droit pénal, il y a une justice des majeurs, mais il y a aussi une justice des mineurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, une situation qui n'est pas dénoncée n'est pas poursuivie. Donc, si tout se passe bien, que les jeunes sont entourés, qu'ils ont des personnes aux ressources éventuellement à qui en parler et que tout se passe bien, souvent, alors, il n'y a pas besoin de dénonciation. Maintenant, quand il y a une problématique et qu'à un moment donné, il y a une dénonciation, que ce soit par l'école, que ce soit par un des parents, que ce soit via une association vers laquelle un des jeunes qui n'est pas à l'aise avec la situation s'est tourné, bien, le jeune qui a une relation, alors ça dépend en fonction de l'âge. À l'heure actuelle, si un mineur devait avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 14 ans, il se retrouverait à commettre ce qu'on appelle un viol. Et c'est techniquement, c'est un viol et même s'il devait y avoir eu un consentement du plus jeune. Et donc, on risque d'être déféré devant d'abord la justice des mineurs, devant un juge de la jeunesse. Alors, en général, on passe par des stades d'abord de discussion, avec une justice plus allégée, ce qu'on appelle le service d'aide à la jeunesse. Après, si ça se passe moins bien, on peut se retrouver devant un juge des majeurs. Et on peut avoir différentes sanctions du droit de la jeunesse. Si les choses se passent beaucoup moins bien et que là, alors, on transgresse complètement la notion de consentement et qu'on a un jeune qui a des relations sexuelles, mais sans le consentement du tout d'un autre mineur, là, on peut basculer au-delà d'un certain âge. Le mineur peut basculer dans la justice des majeurs. Et dans la justice des majeurs, il y a des peines de prison à la clé. Donc, avertissement pour ceux qui sont encore mineurs et qui se sentiraient encore à l'abri. La notion de consentement éclairé, qui peut en dire un peu plus, peut-être pour les parents qui nous regarderaient, pour les professionnels, comment expliquer ça à son enfant qui aurait 14 ans, 15 ans, qui aurait un petit copain, voilà, que prévoit peut-être d'abord la loi, Madame Hugon, et puis après on s'adressera aux professionnels de terrain pour voir comment lui le traduit pour les jeunes. Mais comment vous le définissez dans la loi ancienne actuelle, ce consentement éclairé ? Mais ce qui est intéressant dans le projet de loi, c'est qu'il y a une définition du consentement, ce que ne contenait pas le code pénal actuel. Et donc, le consentement doit être donné librement. On ne dit pas explicitement, c'est apprécié selon les circonstances de l'espèce. Et alors, après, il y a toute une série de choses qui ne supposent pas un consentement. Par exemple, on vous dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résistance qu'il y avait consentement. Ce qui est important, parce qu'à nouveau, c'est une évolution positive par rapport à ce qui est actuellement dans le code pénal. Et puis, il y a des exemples qui vous disent, si on est endormi, si on est sous l'influence de substances narcotiques, alcool ou autres, on n'est pas en mesure de donner un consentement. Il y a toute une série de circonstances qui ne sont pas listées exhaustivement, mais qui sont des exemples qui disent dans quel cas on n'est pas en mesure de consentir ou dans quel cas un comportement
ne constitue pas pour autant un consentement. Et c'est très important que ceci soit inscrit dans la loi. C'est vraiment, pour moi, un des plus grands pas de cette loi, c'est de définir le consentement. Monsieur Biron. Moi, je trouve ça très intéressant parce que on discutait justement de certains jeunes qui ont des personnes ressources vers qui ils peuvent se tourner. Évidemment, ces jeunes ont du coup des informations assez théoriques et même assez pratiques sur qu'est-ce que c'est le consentement, comment est-ce qu'ils mettent les choses en place. Nous, beaucoup de jeunes qu'on rencontre n'ont pas ces lieux, n'ont pas ces personnes ressources autour d'eux, et du coup, certains se sentent complètement perdus aujourd'hui sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui devient du harcèlement, qu'est-ce que je peux pas faire. Certains sont perdus et du coup n'osent rien faire, d'autres se disent perdu pour perdu, autant y aller à fond. Ce que je trouve de très intéressant, et c'est une manière d'aborder la question du consentement, c'est d'aborder les choses comme on le fait dans les classes de manière relationnelle. Donc on va faire discuter ensemble les filles et les garçons, et souvent, lorsque discussion il y a et que cette discussion se prolonge au sein d'un couple, c'est une très bonne manière de pouvoir, pour les personnes qui y participent, mais se situer aussi, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce qu'on s'y met, est-ce qu'on attend un peu. Vous avez développé votre propre outil avec votre AMO. Vous fonctionnez comment sur base de jeux de rôle, vous m'avez dit ? C'est ça, on fonctionne avec des capsules audio et un jeu de cartes pour le jeu Love Story qui permet d'aborder la question des relations amoureuses à l'adolescence. Et ça permet vraiment de créer cet espace de discussion, mais aussi de confiance, où nous, on ne va jamais être perçus en tant qu'animateurs comme étant des personnes qui viennent avec un discours normatif et culpabilisant. Au contraire, non, on va promouvoir le dialogue et la plupart du temps, les jeunes en classe ont les solutions aux problèmes qu'ils se posent. Il suffit juste que les filles et les garçons arrivent à discuter ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de leur permettre de faire. En Belgique, l'âge moyen du premier rapport sexuel, il est de 16 ans et demi, 17 ans. C'était ce qui a été établi dans une étude des mutualités socialistes en 2009. On pourrait se dire qu'en fait, tout va bien, que c'est presque une exception, les rapports sexuels avant finalement la majorité sexuelle. Alors je vois qu'il y en a qui sourient un peu. C'est quoi ? Le chiffre me paraît fiable, mais quoi ? Vous êtes Mme Severin, ça vous inspire quoi, ce chiffre-là ? Moi, je pense que c'est un chiffre qu'il est intéressant de garder en tête, en effet, et de se dire, voilà, si telle est vraiment la réalité d'enquête, c'est qu'il y a un âge pivot et que c'est bien autour des 16 ans. Alors même si la question de la sexualité anime l'adolescent bien avant 16 ans, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas spécialement dans le passage à l'acte. Ça veut dire qu'on peut se retrouver face à des ados qui parlent énormément de sexualité, qui vivent une sexualité dans leur propre corps, etc., mais qui ne sont pas encore dans la rencontre avec l'autre. Et donc on voit qu'il y a quand même une temporalité à respecter et que c'est souvent ça qui vient poser problème quand il y a une relation trop tôt. C'est qu'on se dit j'ai été trop vite, voilà, j'ai été dépassée, etc. Alors vous n'êtes pas vous personnellement en première ligne, mais vous êtes en contact avec beaucoup de psychologues via YAPACA. C'est quelque chose de fréquent, ces jeunes qui après coup disent mais finalement j'étais pas aussi consentant ou consentante que je ne le pensais, j'ai été un peu abusée. Ça, c'est une réalité que vous constatez ou qui vous revient ? Mais ils n'utilisent pas les termes d'abus parce que je pense qu'ils ne se sentent pas à cet endroit-là, mais en tout cas, ils disent parfois ça a été trop vite, c'était pas ce que je voulais moi-même, mais sans savoir exactement ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Et c'est bien la difficulté de l'adolescence, c'est qu'on sent en soi son corps changer, des pulsions, on a le regard de l'autre qui change sur soi-même, et donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui bouillonnent, et c'est les moments un peu d'essai-erreur, de brouillon, de tâtonnement, et il faut accepter ça à l'adolescence. C'est pour ça qu'il faut que les adultes restent mobilisés auprès des ados et restent disponibles pour ouvrir ces questions avec eux. Caroline Dumoulin. Mais oui, et c'est pour ça, je pense que la loi actuelle prévoit ce qu'on appelle des présomptions irréfragables. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une relation sexuelle avec un mineur de moins de 14 ans, il est présumé ne pas consentir. Point à la ligne. Et vous avez commis un acte de viol. Si le mineur a moins de 16 ans et que vous avez une relation sexuelle avec lui, vous avez commis un acte d'attentat à la pudeur. Parce que justement, il se passe tellement de choses. Le mineur lui-même, voilà, il a tellement de choses qui bouillonnent. On peut imaginer qu'un homme qui a 18, 19 ans rencontre dans un bar une jeune fille qui a en fait 16 ans et demi, et puis il pense, parce qu'elle est formée, parce qu'elle a des attitudes adultes, qu'elle est adulte, il risque quelque chose. Celui-là, et la justice peut avoir la dent très dure sur ce genre d'attitude. Si elle a 16 ans et demi, non. Okay. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, si elle a moins de 16 ans, qu'il la rencontre dans un bar, qu'il se dit, tiens, je rencontre une jeune femme qui
fait peut-être plus en réalité, qui consomme de l'alcool alors qu'elle ne devrait pas si elle a moins de 16 ans, et qui se dit je pense qu'elle est plus âgée, là par contre il pourrait avoir des problèmes. Parce que les juges sont quand même assez durs avec ces notions, avec cette notion d'âge. Il faut savoir que l'âge, c'est quelque chose qui est public. On dit que c'est un fait public, c'est-à-dire que la personne a tel âge, et peu importe, même si le mineur ment sur son âge, oui moi j'ai 16 ans, oui moi j'ai 18 ans, eh bien le majeur est censé se renseigner, je dirais peut-être au-delà même de l'apparence, au-delà de ce que le mineur peut dire, et c'est sa responsabilité d'avoir une relation avec un mineur. Madame Hugon, on laisse une place plus importante à ce pouvoir de décision du juge dans le projet de loi, ou bien au contraire, on l'encadre un petit peu? Alors je ne dirais pas qu'on laisse en soi une place plus importante au juge, dans le sens où, mais comme c'est déjà le cas actuellement, en fait les âges sont des âges sur lesquels on ne peut pas avoir une appréciation, puisque justement c'est une question de fait. Donc si vous avez eu, si c'est effectivement ce qui est sur la table qui est mis en œuvre, et que vous avez 13 ans, quelqu'un de 16 ans a eu avec vous une relation, en fait le juge ne peut rien faire d'autre que de déclarer qu'il y a un problème, vous voyez. Et donc voilà, le pouvoir d'appréciation quelque part se situe plus au niveau du consentement. C'est là où la loi dit apprécier en fonction des circonstances de l'espèce. Mais sinon, voilà, donc ça vaut qu'on soit mineur ou qu'on soit majeur. Finalement, la question du consentement, elle reste valable à tous les âges, de toute façon. Alors, brièvement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Brièvement, c'est que le juge aura alors un pouvoir d'appréciation au niveau de la peine, en se disant, oui, ok, j'ai un problème légalement, on est dans cette... Je ne peux pas dire autre chose qu'il est ou elle est coupable, mais au niveau de la peine, si c'était un mineur qui, en réalité, était consentant, le voulait, eh bien, le juge sera probablement plus souple. Madame Sevrin, vous avez ce retour-là, vous, via les psychologues de Yapaka, de mineurs qui ont eu des relations avec des adultes et qui, à un moment donné, réalisent peut-être trop tard qu'il y a eu infraction à la loi? C'est des retours que vous avez déjà eus? Oui, il en existe, mais c'est surtout quand les situations sont très problématiques et que là, il est nécessaire qu'il y ait un cadre de loi parce qu'un adulte n'a pas à avoir une relation sexuelle avec un mineur. Ça a le mérite de la clarté. Il nous reste 2 minutes et je vais vous demander de vous mouiller. Jingle. Voilà, c'est le dernier tour de table et je vais vous demander simplement quelle est pour vous, en matière de majorité sexuelle, la priorité. Peut-être, Monsieur Blairon, pour commencer, pour vous comme travailleur de terrain? Mais nous, on brûle de reprendre nos animations dans les écoles. On a déjà un cahier des charges assez rempli pour les mois qui viennent, justement en reprenant nos animations, en allant à la rencontre des jeunes qui ont perdu le contact les uns avec les autres. Je veux dire, la pandémie a quand même fait son œuvre et beaucoup de jeunes qui avaient déjà du mal à se mettre en relation avec les autres en ont certainement beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, tout ce travail de remise en relation des jeunes les uns avec les autres et de reprise d'espace de dialogue entre eux, je pense que c'est de ça dont ils ont le plus besoin. Claire-Anne Sevrin, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en matière de majorité sexuelle aujourd'hui? Et il faut qu'on puisse offrir un cadre clair, un cadre social clair qui permette aux ados de se protéger et aussi d'être protégés par les adultes et donc de ne pas porter eux-mêmes la responsabilité de tous leurs faits et actes. Maître Dumoulin. Mais moi, je rejoins Madame Sevrin. Je pense qu'il faut vraiment conscientiser aussi bien les mineurs par rapport à la loi, parce qu'ils peuvent commettre des actes ou qui peuvent l'utiliser pour se protéger, mais aussi les majeurs. Claire Hugon, le mot de la fin à la politique que vous êtes. Oui, mais peut-être qu'on se rappelle ce que le code pénal fait et ne fait pas. Donc ma priorité à moi, ce n'est pas le code pénal en réalité. C'est effectivement que les jeunes puissent être correctement informés, notamment par les EVRAS et compagnie. Le code pénal, ce n'est pas un manuel d'information sexuelle. Le code pénal, il intervient quand le mal a été fait. Okay, donc pour moi, l'important, c'est qu'on puisse intervenir en amont pour que tout se passe bien. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus pour cet échange riche, évidemment, comme à chaque fois. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités et d'autres questions.